Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, il est midi, ravi de vous retrouver ici, en plein cœur de Saint-Denis, ici à l'auditorium Generali, pour le second épisode de cette série de webinaires à tout soleil sur le thème des addictions. Et aujourd'hui, on va voir le rôle de l'entourage dans la lutte contre les addictions. Cette année, l'opération donc à tout soleil, organisée par Nos épaules et vos ailes en collaboration avec Generali et la Médicale, a choisi le thème Generali Zéro Action pour son édition annuelle. Et je suis ravi d'accueillir la déléguée générale. Elle va nous parler de cette édition sous un petit jingle. Manon Champliot. Manon, welcome. Merci pour le jingle, Philippe. On connaît cette musique, hein, je crois qu'on l'a entendu pendant 2 mois. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce deuxième webinaire de notre série de webinaires sur la prévention aux addictions. Je suis la déléguée générale du fonds de dotation Nos épaules et vos ailes, fonds de dotation qui a été créé en 2020 par l'association GPMA et qui organise, en collaboration avec Generali depuis 2007, l'opération À tout soleil. Et À tout soleil, c'est justement ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque chaque année, on choisit un thème lié à l'actualité sur lequel on récompense 15 actions associatives qui agissent sur le thème en question. Et pour la 17e édition de l'opération À tout soleil, donc cette année, on a choisi le thème Génération Zéro Addiction. Et pourquoi les webinaires ? Parce que on a voulu cette année, nous aussi, aller un peu plus loin et faire nous-mêmes actes de prévention. Donc on invite à l'occasion de 3 webinaires animés par Philippe Cosse et le docteur Jean-Victor Blanc, on vous invite à discuter de la lutte contre les addictions, comment agir au quotidien pour lutter contre les addictions. Et puis, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, puisque cet après-midi se tiendra le jury à tout soleil, qui récompensera donc 15 projets associatifs autour de 3 axes. Un axe de prévention, d'action de lutte contre les addictions, et un 3e axe sur se libérer durablement des addictions. Le 3 décembre aura lieu la cérémonie de remise des prix, pendant laquelle on dévoilera donc les 15 lauréats de cette année. Et puis, on tenait aussi à vous informer que le 3e webinaire de cette série aura lieu le 8 janvier prochain. On vous invite dès à présent à enregistrer cette date dans vos agendas. Et enfin, dernière nouveauté sur le fonds de dotation Nos épaules et vos ailes, on met en place une newsletter bimensuelle pour parler des actions du fonds de dotation, pour informer qui le souhaite sur nos prochains appels à projets, nos programmes de mécénat. Et on vous a mis un QR code à l'écran sur lequel vous pouvez retrouver le formulaire d'inscription à la newsletter. Voilà, merci Jean-Victor d'être présent, merci Philippe, et je vous rends la parole. Merci Manon, merci. Alors, il est avec nous pour la seconde fois, et je vais m'asseoir. Alors, pour la seconde fois, on va peut-être se tutoyer maintenant. Et il sera là aussi le 8 janvier, il nous fait cet honneur-là. Jean-Victor Blanc, médecin, donc psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, spécialisé dans la prise en charge des addictions. Vous êtes aussi enseignant à la Sorbonne Université et auteur, on va en parler, de ces fameux ouvrages Pop et Psy, sortis en 2019, et dernièrement d'Addict, sorti en 2021. Encore une fois, grand merci d'être avec nous. Vous serez aussi à la soirée à tout soleil, à nos côtés, et le 8 janvier, comme je disais. Alors, vous avez une approche, et c'est vrai que vous êtes là parce que vous avez aussi cette approche innovante autour, je dirais, de votre pratique, car vous utilisez la pop culture, on va en parler un petit peu, pour aborder les sujets d'addiction et de la santé mentale. Vous avez également créé le festival Pop and Psy, qui a lieu d'ailleurs chaque année à Paris. Il a lieu bientôt, me semble-t-il. C'est le 11 et 13 octobre, c'est ça ? C'est ça. Alors, pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce festival ? Parce que si on a envie d'y aller, est-ce qu'on peut encore s'inscrire ?
Et en quoi ce festival, c'est quoi? Bien sûr, l'idée du festival Popepsi, c'est vraiment un prolongement du livre, des conférences et des actions que j'ai pu faire avec Popepsi. Ça va être 3 jours, c'est la 3e édition. La journée, c'est des tables rondes, des conférences avec plein de sujets, plein d'intervenants. On va parler cette année, par exemple, de l'inclusion des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. On va parler de la schizophrénie. On va parler également de santé mentale et migration. En parallèle de ça, on aura donc des tables rondes avec des médecins, des professionnels, des personnages publics, des personnes concernées, ainsi que des talks où là, c'est vraiment une personnalité qui vient parler d'un sujet de santé mentale. On a la chance et l'honneur d'avoir Judith Godrèche qui va venir cette année. On a également Isil Lebesco. On a plusieurs sportifs qui vont venir. Donc l'idée, c'est vraiment de dynamiter les idées reçues. Le festival, il est accessible à tous. Il est avant tout pour le grand public. Après, dans nos enquêtes sur le terrain, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de professionnels, d'étudiants, beaucoup de jeunes. On a une grande majorité de moins de 40 ans, on va dire. Et donc, on a reçu 10 000 personnes lors des 2 premières éditions. C'est un festival qui est complètement gratuit, qui est à but non lucratif. On demande aux personnes de prendre des billets. C'est surtout pour nous pour évaluer l'affluence. Toutes les infos, vous pouvez les trouver soit sur le site de Popepsi, soit sur le compte Instagram de Culture Popepsi. Vous aborderez le sujet de l'addiction? Exactement, on va parler de l'addiction. Ce festival, comme dans tous les festivals, on peut fumer, on peut boire? Alors, on ne fume pas parce qu'on ne fume pas au Grand Contrôle. Donc, le lieu, c'est au Grand à Contrôle, Paris. C'est au Grand Contrôle. Dans le 12e. C'est donc dans le 12e, à côté de la gare de Lyon, qui est un espace où il y a un espace fermé, un espace ouvert qui est assez grand et qui est, on va dire, très éclectique aussi et très sympathique et qui est plébiscité notamment par on va dire, les plus jeunes, en tout cas les vingtenaires, trentenaires. Et donc, l'idée, c'est aussi d'apporter finalement, de placer le sujet de la santé mentale dans un lieu qui est plébiscité et effectivement qui est aussi un lieu festif dans lequel il y a de l'alcool, mais il n'y a pas que de l'alcool. L'année dernière, on a fait par exemple une table ronde sur l'abstinence. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi l'abstinence? C'est quoi la sobriété? Quel regard on porte sur ça, et notamment en France, on va en reparler, et comment en fait on peut aussi lutter contre ces idées reçues. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'alcool pour être fun ou être rock'n'roll. Et en même temps, on n'est pas du tout sur une approche qui va être la prohibition et on n'interdit pas la consommation d'alcool pendant le festival. Merci. Alors, lors du premier webinaire, vous nous avez expliqué, si j'ai bien tout retenu, je pense, c'était qu'une addiction est une pathologie donc caractérisée par la perte de contrôle d'un comportement spécifique. Elle se manifeste notamment par la persistance d'un comportement malgré ses conséquences négatives. On sait qu'il ne faut pas, mais on fait quand même. Et vous nous aviez expliqué, et ça c'était aussi important, qu'on n'est pas tous égaux face aux addictions, que de nombreux facteurs peuvent justement déclencher une ou plusieurs addictions. Et pour s'en sortir, il faut se faire accompagner, qui est justement le titre de ce deuxième webinaire, le sujet de ce deuxième webinaire, dont on va parler. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser vos questions via le chat sur Teams. N'hésitez pas. On va essayer, le docteur Jean-Victor Blanc va essayer de répondre au maximum de questions. Mais j'en profite, pour l'instant, je poserai moi mes questions en premier, c'est très bien. Voilà, alors, ma première question, elle est toute simple. Et, comment repérer qu'un proche est addict? Quels sont les signes, les clignotants? Comment l'entourage peut identifier en fait les signes d'une addiction chez un proche? Alors avant tout, l'idée, ça va être de se renseigner, de s'éduquer sur ce qu'est l'addiction. Sans ça, on ne va pas pouvoir être en mesure de voir la souffrance de l'autre, aussi de considérer ça comme une maladie, et ensuite, éventuellement, de pouvoir l'aider. Pour ça, il faut reprendre la définition de l'addiction. C'est un comportement qu'on va faire pour soulager un mal-être intérieur ou procurer du plaisir. Et ça, on va le faire avec une perte de contrôle. Et en fait, tout au long de la question, des questions qu'on va aborder et des différents séminaires, il y a vraiment cette notion de perte de contrôle qui est extrêmement importante. On peut avoir une consommation, par exemple, d'alcool qui va être au-delà de ce que préconise Santé publique France. On le rappelle, c'est 2 verres maximum par jour et certains jours dans la semaine sans alcool. On peut être au-dessus,
sans néanmoins avoir une addiction, sans avoir une maladie addictive, sans avoir ce qu'on appelle un trouble d'usage de substances. La maladie addictive, elle va vraiment être dans la perte de contrôle vis-à-vis de la consommation. Donc ça, c'est déjà très important. Puisqu'une fois qu'on a compris ça, 90% des idées reçues de ce qu'on va pouvoir reprocher aux personnes en situation d'addiction, t'as qu'à arrêter avec un peu de volonté. Regarde-moi, hier j'ai un peu trop bu, aujourd'hui je bois pas. En fait, ça c'est pas possible, puisqu'en fait ce serait comme reprocher à quelqu'un qui a un diabète, par exemple, d'avoir une glycémie trop élevée. En fait, c'est un des symptômes et il n'est pas question de lui reprocher ce symptôme. Donc ça déjà c'est une première chose qui est importante. L'autre chose, et notamment quand on est dans une posture d'aidant, d'entourage, ça va être de mettre en évidence le fait que dans les critères également de définition de l'addiction, il y a un critère très important qui va être celui que la consommation ou le comportement va engendrer une souffrance pour l'individu et le gêner dans ce qu'on appelle le fonctionnement. Donc c'est un terme assez américain, hein, j'en conviens, mais le fonctionnement c'est quand on travaille, le travail, quand on étudie, mais aussi sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie de couple, sa vie amicale, etc. Et donc en fait, dans l'addiction, il y a cette perturbation du fonctionnement qui va être là aussi une notion centrale. Et donc en tant qu'entourage, l'idée ça va être pas de culpabiliser, pas de stigmatiser, pas de pointer du doigt, mais essayer, parce qu'on le sait, on va en reparler, ça peut être un chemin qui est long et qui est difficile, mais de mettre en évidence ce côté perte de contrôle et souffrance pour l'individu. C'est justement ça, une fois qu'on a identifié justement ces signes, sont bien identifiés, il est difficile de savoir comment agir avec ce proche. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit se fâcher? Est-ce qu'on doit être compréhensif? Comment faire pour aborder ce sujet de l'addiction avec un proche sans fermer le dialogue, quoi? C'est compliqué, évidemment, et alors en plus il y a plein de strates dans la question, donc faudra pas qu'on hésite à y revenir. Avant tout, essayer de sortir du déni. On sait que le déni peut faire partie de la maladie addictive, très souvent, voire quasiment systématiquement est présent. Et parfois le déni, on va dire qu'il est partagé, parce que c'est vrai que c'est douloureux de se rendre compte qu'on a un proche qui est concerné par une maladie addictive. On préfère regarder à côté, on est mal à l'aise, on ne se sent pas en capacité d'eux, etc., etc. Parfois même, soi-même, et c'est ce qu'on constate beaucoup en consultation, soi-même, on a un problème aussi avec la substance et donc ça va être difficile d'en parler à autrui. Donc déjà, essayer d'avoir un petit peu les idées au clair sur en fait quelle est la place de l'addiction, quelle est la place du produit, quelles sont les conséquences. Ensuite, l'idée, ça va être d'essayer d'en parler le plus naturellement possible, toujours en mettant en lien plutôt que d'être sur quelque chose d'accusatoire ou de culpabilité, d'essayer de faire un lien, de dire voilà, j'ai l'impression que tu souffres, j'ai l'impression, je vois qu'il y a ça et ça qui ne vont pas, j'ai l'impression que tu te fais du mal, j'ai l'impression que tu n'es pas satisfait de cette situation. Et donc parlons-en. Donc déjà, ça va être l'idée d'essayer de montrer qu'il y a une écoute qui est possible et d'essayer, et ça va être aussi quelque chose de central, de sortir de l'isolement dans lequel se retrouve la personne en situation d'addiction. Et ensuite, alors évidemment, c'est pas l'idée de vous faire un guide valable pour tout le temps, tout le monde, mais ensuite, et avec un rythme qui va être évidemment individualisé, encourager la personne à prendre soin d'elle et surtout à rentrer dans un parcours thérapeutique. Parce que ce qu'on voit, c'est un peu deux types d'écueils. Il va y avoir le côté la politique de l'autruche. Bon, ben voilà, on fait comme si de rien n'était, on regarde à côté, on n'ose pas en parler. De l'autre côté, parfois, certains, pour l'entourage, on va voir que ils vont quasiment essayer de se substituer à des soins
essayer de faire un sevrage à la maison, essayer de se substituer à un psychothérapeute, à un addictologue, à un ou une infirmière. Et ça, on le sait, la famille, les proches, c'est déjà très difficile hein, d'accompagner quelqu'un en situation d'addiction. Alors carrément le soigner, c'est impossible. Donc ça va être de dire, bah oui, c'est un problème, c'est une maladie, mais du coup, comment est-ce que je peux t'aider pour que tu accèdes à une aide professionnelle dont tu as besoin. C'est vrai que la situation, c'est très délicat. C'est très délicat pour les proches. Et il y a la famille, il y a les parents, et il y a aussi les amis. Alors, les amis, c'est un peu éloigné. Le discours, concrètement, quelles sont les choses à faire, à dire vous en avez un petit peu parlé, mais le fait d'être un ami, c'est peut-être différent. Et les parents, on va le voir juste après. Je vous poserai cette question par rapport aux parents. Mais les Bien amis, comment sûr. faire? Bah, Il y a les disons amis que et il y a aussi, par exemple, les collègues aussi. oui, Ça peut être aussi des oui. collègues. Alors, C'est encore c'est des différent, hein. situations qui sont effectivement différentes, hein, parce que les amis, ça va être aussi à un moment essayer, et c'est pour ça que c'est un sujet qui nous concerne tous, hein, l'addiction, c'est très fréquent. En France, on en reparlera pour des raisons spécifiques, c'est encore plus fréquent, en tout cas pour certaines Ouais. addictions. Je pense évidemment à l'alcool. Mais le rôle des amis, ça peut être aussi à un moment d'essayer de limiter la pression. On sait qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui va dire à un anniversaire, ah bah non, je vais pas boire d'alcool, je vais pas prendre de coupe de champagne. Souvent, la réaction, ça va plutôt être quelque chose d'accusatoire. Ah bah t'es pas drôle. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs C'est ça. dans cette émission là, il y a quelques semaines où Léa Salamé a pris à partie un de ses invités en disant, ah vous avez arrêté de boire, ah bah maintenant vous êtes chiant. Bon, c'était complètement déplacé et assez irrespectueux. Donc l'idée, ça va être de sortir aussi de cette culture de la consommation à tout prix et que pour quelqu'un, et c'est le cas de beaucoup de mes patients, qui font déjà l'effort, le choix, le parcours d'être abstinent, de ne pas consommer, que en fait lorsque ils sont dans des moments de socialité, ils doivent se justifier. En fait, c'est pas pourquoi tu bois de l'alcool, c'est pourquoi tu bois pas d'alcool, avec parfois des éléments. Alors ça peut être, et certains y arrivent, hein, disent bah en fait parce que j'ai été alcoolique pendant des années et donc je bois plus d'alcool. Alors forcément, ça met un petit froid, hein, mais en même temps c'est assez efficace parce que ça montre que oui, en fait, on n'a pas à poser cette question. La plupart du temps, c'est pas parce que je me sens malade, pas parce que je suis sous antibiotiques. Avec pour les femmes en plus du coup l'autre stéréotype de ah bah t'es enceinte, alors du coup non je suis pas enceinte et ça te regarde pas, enfin bon du coup c'est des choses qui peuvent paraître triviales, mais on se rend compte en fait du poids qu'on fait porter finalement aux personnes en situation d'addiction qui sont vulnérables. Et en tant qu'ami, bah déjà essayer d'être on va dire éduqué, vigilant et prévenant sur le sujet. Le rôle dans l'entourage, on en parle avec la famille, bien sûr, et en première ligne, bien évidemment, les parents. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux parents et les comportements à privilégier? Là aussi, hein, je pense que, alors évidemment, en tant que parent, ça peut être anxiogène, notamment parce qu'on voit beaucoup de choses circuler, il y a beaucoup d'émissions, d'articles. Il y a aussi une réalité qui est que il y a des taux de consommation qui sont non négligeables chez les jeunes, hein, donc c'est aussi une réalité. Ce qu'on constate, c'est que parfois les parents ils ont un peu du mal à se positionner, notamment parce qu'en fait ils ne connaissent assez mal en fait de quoi on parle. Et donc, il va y avoir des idées reçues qui peuvent là aussi aller dans les deux sens, hein. Parfois, c'est dans la banalisation. Oh, bah oui, le cannabis, bon, c'est pas vraiment une drogue. Nous aussi, dans les années 70, 80, on fumait et alors on s'en est bien sorti. Et ce qui est fréquent aussi, hein, ah, bah nous aussi, le samedi soir, finalement, après un dîner avec des amis, on s'allume un petit pétard, donc c'est pas trop grave. Bon, c'est pour le coup une idée reçue absolument fausse, puisqu'il y a la question de Qui est l'âge souvent véhiculé par les qui est films souvent aussi, et les véhiculée par les séries télé. films. C'est ce qu'on voit dans LOL, par exemple, le film avec Sophie Marceau, où il y a un parallèle entre effectivement Sophie Marceau qui fume son petit joint après un dîner bobo et sa fille qui, elle, fume aussi du cannabis. Sauf que, en fait, le cerveau, il finit sa maturation à 25 ans, et donc c'est pas du tout la même chose pour un cerveau que de fumer quand on a l'âge de Sophie Marceau que de fumer quand on a 16 ou 17 ans. Les conséquences ne vont pas être les mêmes, la vulnérabilité n'est pas la même. Donc ça déjà, c'est une première chose. Il faut aussi savoir que
Le cannabis, il est entre 5 et 10 fois plus puissant. La teneur en THC, qui est la drogue principale dans le cannabis, est 5 à 10 fois plus importante aujourd'hui que dans les années 70. Donc là aussi, ça remet un petit peu en perspective cette idée, finalement, nous aussi, alors oui, certes, mais en fait, l'industrie de la drogue, comme toute industrie lucrative, hein, et là en plus c'est une industrie évidemment illégale, elle charge ses produits de plus en plus parce qu'en fait, plus la teneur est forte, plus ça fait de consommation, plus les gens sont addicts. Donc voilà, c'est une question de business basique, hein, mais ce qui fait que cette idée de plante un petit peu douce, bon là je commence un peu à diverger. Toujours est-il que la question vis-à-vis des parents, ça va être de s'informer, et aussi pour éviter, d'être sur des positions qui vont être trop clivantes. Consommer une fois du cannabis à l'adolescence, on le voit, c'est pas anodin, et en même temps, c'est très fréquent. Et donc, il ne s'agit pas non plus de, entre guillemets, diaboliser, dire ah bah voilà, j'ai vu que tu avais fumé une fois, on va t'emmener faire une cure de sevrage, etc. C'est probablement pas la manière d'être dans un discours qui va être entendable par le jeune, ou dire ah bah oui, bah voilà, tu as fumé une fois, tu vas devenir schizophrène. Là aussi, c'est une idée reçue. On le sait que le cannabis peut accélérer l'entrée dans la schizophrénie. Néanmoins, si on regarde les chiffres, on voit que sur la classe d'âge des moins de 25 ans, il y a environ 40 à 50% des jeunes qui ont au moins fumé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Si on dit toute consommation de cannabis rend schizophrène, bah là aussi, les jeunes, ils sont pas idiots. Ils voient bien que dans leur classe, il n'y a pas la moitié de la classe qui est schizophrène. Donc, je sais que c'est des messages qui sont parfois difficiles à faire passer. Parce qu'ils ne sont pas aussi simplistes que ce qu'on voudrait. Et néanmoins, si on n'a pas un minimum de discernement et une approche qui va être la plus réfléchie, qui repose sur des données scientifiques, et ben en fait, on est dans un peu le jugement de morale. Et ça, en tout cas, c'est sûr que les enfants et les ados, ils ont beaucoup de mal avec ça, et le message, il n'est pas compris. Alors, on a parlé justement de l'entourage, confronté à une personne addicte, et notamment de la posture de l'entourage. On va parler maintenant par rapport un peu plus à la guérison. La présence et le soutien de l'entourage est essentiel pour la guérison. Comment ? À tous les niveaux, on sait que l'addiction, c'est une maladie qui va isoler, comme beaucoup de troubles psychiques, mais particulièrement celle-ci, notamment parce que il y a plein de raisons. La maladie addictive va engendrer des symptômes, notamment des comportements qui vont isoler, parce que, et c'est une réalité, c'est pas simple d'être au quotidien avec quelqu'un qui boit de l'alcool dès le matin. C'est pas simple d'être en couple avec quelqu'un qui va fumer du cannabis tous les soirs. Donc les troubles du comportement liés à la maladie vont quelque part isoler. La maladie elle-même va isoler, et ça aussi c'est un cercle vicieux, puisque il y a une sorte de sélection qui va se faire en fait dans l'entourage, notamment au bénéfice des personnes qui vont consommer. Parce que dans la perte de contrôle liée à l'alcool, et ben, entre passer un moment avec des gens qui ne consomment pas et passer un moment avec des gens avec qui consomment, et ben, finalement, il va y avoir une espèce de modification du cercle social au profit des consommateurs, ce qui du coup va aggraver les choses, parce que à un moment, ça peut être vertigineux, et c'est le cas de beaucoup des patients quand ils vont venir à l'hôpital, leur dire bah voilà, il faut arrêter de consommer. En tout cas, les amener vers ça, pour eux, ça veut vouloir dire aussi arrêter de voir leur cercle d'amis, arrêter de voir leurs proches. Parfois, c'est même le ou la conjointe. Donc, évidemment, ça pose plein de questions à l'intérieur, et donc les personnes sont plutôt en situation d'isolement. D'où l'idée pour l'entourage d'essayer d'être là. D'où l'idée aussi, et c'est pour ça que des groupes comme les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, il y a énormément de versions qui existent aujourd'hui, des versions aussi laïques. C'est un programme américain, on pourra en reparler pendant les questions si vous le souhaitez, mais c'est vrai qu'ils ont aussi cette vertu qui est de sortir de l'isolement, qui là aussi va être une des choses, un des premiers pas, une des choses à mettre en place pour finalement atteindre le rétablissement.
Vous disiez tout à l'heure, certains addicts étaient, étaient dans le déni, Est-ce qu'il y a une forme de honte aussi? Oui, ça, c'est ce qu'on va voir notamment autour des femmes en situation d'addiction, qui ont un peu le double stigma, celui lié aux représentations de l'addiction dans notre société, mais aussi celui des femmes. Et donc souvent, on voit que ça va être plus difficile pour les femmes de parler de la consommation d'alcool. Ça va être encore plus tabou, notamment, ça, il y a des études qui le montrent, hein, la première chose, et la première barrière qui oppose l'entrée dans les soins pour une femme, ça va être la peur de perdre la garde des enfants. Ce qui, dans le monde dans lequel on vit, on voit que tout de suite, ça convoque quand même un imaginaire très spécifique. Et la perte de la garde des enfants, c'est, pour être tout à fait honnête, hein, c'est très rarement le motif qu'un homme va citer pour ne pas se faire soigner. Ça peut être la peur par rapport au travail, le fait que c'est pas une maladie, etc. Tout un ensemble de raisons, mais en général, un père, c'est pas tout à fait la première chose à laquelle il pense. Pourtant, chez les femmes, on va le voir que c'est ce qui peut retarder en fait l'accès dans les soins. Donc, il va y avoir cette culpabilité et cette honte encore plus forte qui va retarder l'entrée dans les soins. Or, c'est vrai que plus on retarde l'entrée dans les soins et plus c'est difficile et plus c'est long pour ensuite s'en sortir avec une prise en charge. On a parlé de l'importance de l'entourage de la famille pour soigner, pour soutenir une personne addicte, mais est-ce que finalement, au contraire, des fois, l'entourage a une influence dans le développement justement des addictions? Des fois d'origine familiale, l'addiction peut être d'origine familiale, est-ce que... Oui, alors là aussi, on a des chiffres, hein. Il faut savoir qu'il y a une assez lourde part de l'hérédité dans les problèmes d'addiction, qui est de l'ordre environ de 50%, ce qui est quand même un poids conséquent, hein, de la part de l'addiction, enfin de l'hérédité, donc comptant la génétique et l'épigénétique dans le développement de l'addiction. Donc on peut naître plus fragile, on peut naître plus vulnérable vis-à-vis de l'addiction, et ça c'est important d'en avoir conscience. C'est vrai aussi que avoir eu un parent en situation d'addiction, avoir été élevé par un père ou une mère addict, c'est sûr que ça aussi modifie la vision qu'on a des substances, la manière dont on va le traiter, etc. Donc il peut y avoir une origine familiale, même si évidemment, c'est jamais, comment dire, c'est pas un déterminisme, hein. Il y a aussi des personnes, évidemment, qui ont beaucoup, on va dire, une forte charge génétique et héréditaire vis-à-vis de l'addiction et qui arrivent à ne pas du tout consommer et qui quelque part, à rebours de ça, finalement, ne consomment pas du tout et n'ont pas du tout de problème d'addiction. Donc c'est vrai que l'entourage peut aussi, à certains moments, être un facteur de risque, mais néanmoins, et comme tout facteur de risque, il y a des choses qu'on contrôle, d'autres qu'on ne contrôle pas. L'idée, ça ne va pas être d'accuser la famille, mais au contraire d'essayer de travailler avec eux. Ce qu'on voit aussi de manière plus vertueuse, hein, c'est que à partir du moment où il y a une personne dans l'entourage qui entame des soins, qui a le courage de se prendre en charge, de se faire soigner, c'est aussi souvent un déclic pour l'entourage. Parce que on sort un peu de justement ce côté un peu malédiction où on ne peut rien faire. Et ça d'ailleurs, en tant que psychiatre, c'est très gratifiant, hein, quand certains patients pour lesquels on a mis vraiment du temps à installer la prise en charge, à se rendre compte que c'était une maladie, à accepter les soins, et qui emportent des idées reçues très importantes sur le sevrage, sur la cure de réhab, sur les médicaments. Une fois qu'ils vont mieux et notamment qu'ils ont bénéficié de ça, ils deviennent parmi les grands supporters de ça auprès de leur entourage. Ils se font le relais et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir comment finalement ceux qui avaient le plus d'idées reçues passent totalement dans un côté quasiment prosélyte à emmener tout leur entourage, consulter, etc. Et c'est pour le coup très, très satisfaisant.
Bon, ben justement, quand on a un enfant, c'est vrai, qui souffre d'addiction, c'est pas forcément simple. Il y a un impact psychologique, hein, notamment, je parle pour les parents, bouleversés par cette addiction. Quel est l'impact psychologique? Est-ce qu'on peut être accompagné, justement, suite à cet impact psychologique? Est-ce que le parent doit être accompagné? Alors, doit, ce serait peut-être un peu trop assertif. Peut, en tout cas, c'est le cas. Dans certains centres de consultation en addictologie qu'on appelle les XAPA en France, c'est des centres qui sont gratuits, qui relèvent du domaine public, donc avec les mêmes conditions que d'accès avec la sécurité sociale, etc. Et qui existent partout sur le territoire, donc sont vraiment un relais à connaître, mais qui sont souvent assez méconnus du grand public. Certains XAPA acceptent de recevoir les familles même quand la personne n'est pas d'accord pour la prise en charge, puisque ça arrive parfois. L'individu concerné n'est pas encore prêt à entamer une démarche de soins et qu'on n'impose pas de soins en addictologie. Donc, dans ce cas-là, la famille peut déjà commencer à faire un premier travail déjà de soutien, parce qu'encore une fois, on l'a dit, c'est difficile, mais aussi de monter en compétence, d'essayer de mieux comprendre l'addiction et en espérant qu'à un moment, la personne soit prête à consulter. Il y a un fort impact psychologique qui est sur les aidants, justement. Oui, c'est vrai pour tout type d'aidant, mais c'est vrai que là, on peut citer par exemple, enfin, il y a plusieurs films qui sont assez beaux sur le sujet. Il y a le film Ben is Back avec Julia Roberts qui joue une mère d'un adolescent dépendant aux opioïdes aux États-Unis. Aux opioïdes, enfin, il y a une vraie crise de santé publique majeure aux États-Unis avec plus de 100 000 décès par an. Enfin, c'est un peu l'hécatombe, hein. En tout cas, c'est un vrai problème de santé publique. Et donc, on le voit beaucoup dans les films aussi, et qui montre un peu cette complexité de cette mère qui essaye d'accompagner son fils du mieux qu'elle peut, mais aussi de la difficulté que c'est du fait que on n'est pas toujours parfait. Parfois, on peut perdre la patience. Parfois, ce que l'addiction a entraîné dans la vie fait que on est aussi parfois, on va dire, un peu trop sur le qui-vive. Enfin, c'est quelque chose qui est complexe, hein, d'où c'est vrai le conseil qui est que si on en ressent le besoin, il ne faut pas hésiter à consulter, sachant que là aussi, ça peut faire boule de neige puisque ça va déculpabiliser, démystifier, normaliser aussi le fait de dire, bah voilà, moi, je vois quelqu'un parce que j'en ai besoin. Toi, pour l'instant, tu penses que tu n'en as pas besoin, mais en tout cas, moi, je le fais pour moi et c'est pas honteux, c'est pas un échec, c'est pas une fin en soi. Il faut plutôt aller voir un psychologue ou un médecin. Ça va vraiment dépendre des vulnérabilités individuelles, parce que souvent, il peut y avoir plusieurs motifs. Donc, si c'est pour de la psychothérapie, plutôt un psychologue, quoique, c'est vraiment variable. Après, le fait, par exemple, de consulter quelqu'un qui connaît bien la question des addictions, c'est vrai que ça peut permettre d'aider aussi et de donner un peu des billes sur l'éducation sur ce niveau-là. Mais encore une fois, là, ce serait difficile de faire une généralité. N'oubliez pas de poser vos questions. On va passer à des questions spécifiques à certaines addictions. Quand on parle bien sûr des jeunes, on peut penser à l'addiction aux écrans, bien qu'il n'y a pas que les jeunes. Docteur, dites-moi si c'est grave. Docteur, est-ce grave? Peut-on parler d'addiction aux écrans? Quelles sont les problématiques qu'on observe aujourd'hui? Pour Dites-nous tout. l'instant, on ne parle pas d'addiction aux écrans pour une simple et bonne raison qui est que derrière les écrans, il y a énormément d'usages. Donc, c'est difficile de mettre tout dans le même sac. On peut regarder une série ou un film, on peut communiquer, on peut s'informer, on peut se divertir, on peut faire un mélange de tout ça, on peut travailler. Et donc, en fait, pour définir une addiction, on a besoin d'un objet qui va être le même à chaque fois, soit la même substance, soit le même comportement. Et là, en fait, c'est pas trop possible. Ceci dit, beaucoup de modestie là-dessus, hein. Peut-être que dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 20 ans, si on revoit ce webinaire, on se dira mais qu'est-ce qu'il racontait ce charlatan? On sait bien que c'est une addiction aux écrans et que bon, c'est la science, on a besoin d'années
parfois des dizaines d'années pour vraiment définir des phénomènes, et notamment en santé mentale. Et on espère qu'il y aura des recherches et que peut-être qu'on mettra, on authentifiera ça, mais sans ça, pour l'instant, on peut pas. Il n'y a pas assez d'études qui le montrent. Même sur le public jeune, très jeune, Alors, vous n'avez pas des une fois parents qu'on a dit ça, qui viennent consulter pour... Une fois qu'on a dit ça, c'est la même chose que pour l'alcool. C'est pas parce que il n'y a pas de critères pour dire que c'est une addiction que c'est bénin. On le sait, l'hyperusage des écrans, donc le fait d'utiliser trop les écrans, ça génère des troubles psychomoteurs, ça retarde certaines fonctions d'apprentissage, notamment chez les enfants, ça limite les capacités d'expression verbale, ça a là aussi probablement des conséquences qu'on ne connaît pas encore et qu'on ne définit pas encore, parce que là aussi, certes, maintenant ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on a les smartphones qui ont un petit peu révolutionné l'accès aux écrans, mais 15 ans à l'échelle de la médecine et du comportement humain, c'est rien du tout. Donc, et les réseaux sociaux d'aujourd'hui sont déjà très différents de ceux d'il y a 5 ans, etc. Donc pour le coup, c'est pas parce que c'est pas une addiction que c'est complètement anodin, d'où l'idée d'avoir là aussi des règles, des cadres, et que c'est certain, comme tout comportement, l'excès nuit. Après, ce qui est compliqué avec une posture de médecin et de choses qui vont reposer sur la science, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien dire. Alors, il y a la règle des 3-6-9, donc pas d'écran avant 6 ans, usage avec un adulte jusqu'à... Enfin, pas d'écran avant 3, usage accompagné jusqu'à 6, limité jusqu'à 9, etc. Donc, qui donne des repères, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement dire. Et c'est ce qui est passionnant dans la santé mentale, hein. On est à l'interaction entre des évolutions sociétales et de la médecine. Donc c'est vrai que soi-même, parfois ça interroge, hein, quand on regarde le temps qu'on passe sur les écrans, on se dit bon, probablement que c'est trop. En même temps, comment faire autrement? C'est une question qui dépasse, mais comme souvent en addiction, il y a le spectre, on va dire, médical, mais ensuite c'est des questions qui sont sociétales. On parle toujours des jeunes, on reste chez les jeunes. On en parlait tout à l'heure, consommation, d'addiction, enfin addiction et consommation excessive. Tabac, cannabis chez les jeunes, quels sont les impacts sur ces substances, enfin de ces substances justement, et quelles conséquences sur le développement? De revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, C'est ce ça, que tu avais dit tout à l'heure. on l'a déjà un petit peu dit. En gros, plus on est jeune, plus il va y avoir des conséquences au niveau du cerveau, notamment parce que le cerveau il finit sa construction et sa maturation relativement tard, donc entre 20 et 25 ans. Il va y avoir des répercussions sur l'apprentissage, notamment les fonctions cognitives liées au cannabis chez les adolescents, avec là aussi cette complexité que pourtant c'est le moment et c'est l'âge auquel on demande le plus quasiment aux ados d'utiliser leur cerveau, d'apprendre un nombre invraisemblable de choses, le par cœur, etc. Et donc c'est sûr que c'est une drogue qui est très antinomique avec ce qu'on demande aux jeunes à cet âge-là. Est-ce que c'est le gros de votre patientèle au niveau des parents qui viennent vous voir? Pas tellement au niveau des patients que je reçois à l'hôpital Saint-Antoine, notamment parce que je suis plutôt spécialisé moi dans l'addiction aux nouveaux produits de synthèse, qui est encore un autre Niveau. type de produit. Donc je reçois pas, je suis pas pédopsychiatre, je reçois pas spécialement d'adolescents. Alors, sujet majeur en France, bien évidemment, la consommation d'alcool. 5 millions de consommateurs quotidiens, c'est une réalité non négligeable. Que faire face à un proche dont on a l'impression que la consommation d'alcool est anormale? Et voilà, qu'est-ce qu'une consommation d'alcool anormale? Vous l'avez dit tout à l'heure, 2 verres, c'est ça, 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Comment l'aider? Comment lui en parler? Bien sûr, comme on l'a dit pour un peu les addictions en général, ce qui va être spécifique, c'est que en France, la consommation d'alcool et notamment de vin fait partie du patrimoine culturel, et donc avec une omniprésence, avec aussi comment dire, un effet de lobbying politique clairement fort là-dessus. Il ne s'agit pas, encore une fois, de diaboliser non plus la consommation d'alcool. La prohibition, on le sait, n'a pas marché. Ceci dit,
vis-à-vis de quelqu'un qui va avoir un problème dont on suspecte un problème d'alcool, effectivement, alors ne serait-ce que donner les repères de Santé publique France, ou ne serait-ce que, et ça c'est quelque chose que pour le coup on va pas mal faire en consultation, face à quelqu'un qui va dire ah bah moi de toute façon j'ai pas de problème d'alcool, je gère, lui dire et ben à ce moment-là on essaye, on boit pas d'alcool une fois par semaine, le lundi ou un week-end ou bah ce soir on boit pas d'alcool ou pour, on en reparlera il me semble, pour les plus ambitieux, se lancer dans le défi du Dry Dry January. January. Justement, oui, le 8 janvier, je pense qu'on parlera du Dry January, oui, tout à fait. Alors, lors du premier webinaire, vous aviez distingué, nous expliquer les addictions avec et sans substance. Je vais prendre l'exemple d'une activité comme le sport. Peut-elle réellement devenir une addiction? Alors là aussi, c'est complexe. On rapproche ce qu'on appelle la bigorexie, donc qui va être un trouble du comportement alimentaire dans lequel on ne va pas rechercher la maigreur, comme dans l'anorexie, mais le muscle. On rapproche les troubles du comportement alimentaire de l'addiction. Et en fait, ce serait une forme d'addiction comportementale. C'est encore au stade de la recherche. Dans certains services, c'est un peu plus avancé. Ils soignent en même temps et avec des protocoles similaires des personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire et des personnes en situation d'addiction. Mais c'est pas encore, on va dire que c'est pas encore considéré complètement intégré comme étant une addiction. Ceci dit, c'est sûr que là, on va voir toujours cette notion de perte de contrôle. C'est pas faire du sport qui est mauvais pour la santé, et on voit bien la complexité, hein. Évidemment, le sport, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé psychique. C'est aussi plutôt un bon traitement des symptômes de sevrage. Quand en fait on arrête par exemple le sport ou l'alcool, et ben pour ceux qui ont la force de le faire, le sport ça limite plutôt les symptômes de sevrage. Donc évidemment c'est plutôt bien. Ceci dit, et c'est vrai que on a l'impression, mais il nous manque encore des chiffres, d'en voir de plus en plus. Pour certaines personnes, ça va devenir addictif avec cette perte de contrôle qui fait que, par exemple, la personne va privilégier de faire du sport au détriment des interactions sociales, par exemple. Ah non, je peux pas venir à ton anniversaire parce que je vais faire 3 heures à la salle de gym. Bon, à la limite, une fois, ok, mais on se dit que si c'est tous les jours, ça commence à devenir finalement problématique. Le fait, par exemple, de continuer à faire du sport malgré le fait qu'on se soit blessé. Donc ça, c'est des symptômes assez spécifiques, mais qu'on retrouve finalement dans l'addiction et notamment dans l'addiction au sport. C'est ça, on a fait le parallèle avec le sport, mais justement, c'est le thème de ce webinaire, le rôle des aidants. Comment on peut repérer un comportement qui se transforme en addiction? Petit conseil là, avant de passer, on va passer tout à l'heure aux questions dans 3-4 minutes. Ça, je pense que c'est un petit peu ce que je disais Il n'y a pas que le sport sur tout certains à l'heure. comportements. Oui, c'est vraiment cette notion de perte de contrôle et de se faire du mal, quoi. C'est vrai que ce serait ça pour moi les deux Clignotants, les deux. conseils Ouais. clignotants qui font que on passe d'une consommation non problématique à une addiction. Alors, on a fait le tour un peu de nombreuses addictions relativement présentes en France. Qu'en est-il justement de la législation française au sujet concernant les addictions, comme les écrans, le tabac et l'alcool? On a 2 produits aujourd'hui en France qui sont légalisés. C'est donc le tabac et l'alcool, avec toutes les questions que ça génère derrière, hein. C'est pas parce qu'ils sont légalisés qu'ils sont inoffensifs pour la santé, hein. Le tabac, c'est la substance qui tue le plus, et l'alcool, c'est un psychotrope qui est majoritairement consommé et qui a plein de répercussions aussi en termes de santé publique, d'accidents de la route, etc. Elles sont encadrées. Alors, contrairement à ce qu'on pense beaucoup et qui continue malheureusement de guider les politiques publiques, globalement, même si c'est des produits qui sont légalisés et extrêmement taxés, ils coûtent beaucoup plus cher à la société que ce qu'ils rapportent. Sauf que, et c'est là que le diable se cache dans les détails, l'argent qu'ils vont rapporter, c'est de l'argent sur le court terme. Voilà, la taxe sur les paquets de cigarettes, hop, c'est directement dans les caisses. Les cancers générés,
par la consommation du tabac, c'est des générations après. Et donc, dans une vue assez court-termiste, quel gouvernement ose prendre vraiment le problème à bras-le-corps en disant en fait, on va couper un peu à la source et c'est dans 40 ans que ça s'améliorera? Pour l'instant, la réponse, c'est aucun. Et ce qui est un petit peu évidemment dommage. Ensuite, il y a toutes les substances qui vont être dites contrôlées. Par exemple, ça va être le cas de certains médicaments qui sont utilisés comme des médicaments, mais qui peuvent être détournés de leur usage à visée stupéfiante. Donc ça, c'est une autre catégorie. Et enfin, tout le reste, c'est toutes les substances qui sont illicites et donc dans lesquelles on va retrouver notamment le cannabis. Bien, alors il y a déjà des questions qui arrivent. Alors avant de répondre justement à ces questions de nos internautes, on vous le rappelle donc à Tout Soleil, soutient cette année des associations luttant contre les pratiques addictives. 15 associations vont se voir récompensées. On a vu tout à l'heure que le jury allait se réunir cet après-midi. 15 associations récompensées par leur action de lutte contre les addictions. On vous donne rendez-vous le 8, je vous le rappelle, avant de passer aux questions, le 8 janvier prochain pour découvrir les actions de ces associations. À nouveau, vous serez à mes côtés, cher docteur, pour accompagner justement ces personnes. Alors, c'est le moment, on y va, on pose la première question, elle s'affiche pour vous, vous l'avez vu. Merci en tous les cas aux internautes pour ces questions. Quelles ressources recommandez-vous aux familles et amis pour mieux comprendre les addictions et savoir comment aider ? Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que des ressources, elles existent sur plein de modes différents. Alors moi, ce que j'ai choisi, c'est la pop culture. Donc ça va être des films, des séries. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de l'addiction. Tout à l'heure, je citais le film Ben is Back. Il y a également My Beautiful Boy qui parle de l'histoire d'un père et de son fils qui consomment des produits stupéfiants. Il y a également un certain nombre de séries qui aident à mieux comprendre ce qu'est l'addiction et notamment dans lesquelles on parle beaucoup de ce rapport aussi à la famille, au groupe. Je pense à la série par exemple Euphoria. Ces films et ces séries, une petite nuance, c'est vrai qu'ils sont, moi je trouve, très utiles et peuvent être très pédagogiques pour mieux comprendre l'addiction, notamment pour le grand public ou les proches. C'est pas non plus des films c'est des films qui peuvent être assez violents, notamment pour les personnes concernées, quoi. Donc quelqu'un en situation d'addiction, bon, je suis pas certain que regarder Euphoria, qui est une série qui est très belle mais qui peut être très dure, ça l'aide vraiment. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut lui interdire non plus, évidemment, mais c'est pas non plus thérapeutique pour quelqu'un de malade que de se regarder confronté à un miroir, même si dans certains cas ça peut l'être. Donc ça va être des films, des séries. Il y a également pas mal de podcasts et notamment dans mes 2 livres, notamment dans Addict, qui est le second sur la question des addictions. Dans chaque chapitre, en fait, il y a tout un ensemble de références de films, de séries, aussi de personnalités qu'on parlait de l'addiction, qu'on parlait de la place des substances dans leur vie, soit parce qu'elle était très importante, soit qui, là aussi, des personnalités comme la chanteuse américaine Miley Cyrus, qui a dit, voilà, moi, pendant 1 an, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool et de fumer du cannabis, et c'est pas pour autant qu'on va me dire que je suis pas fun. Donc, on voit que les choses sont en train d'évoluer sur le sujet. D'autres ressources ? Peut-être les associations, bien sûr, les professionnels Bien de sûr, santé. les associations, on a parlé des centres de soins en addictologie. Après, c'est vrai que oui, j'ai pris la question en sens ressources culturelles. Après, évidemment, ça va être tout ce qui va être thérapeutique. En première ligne, le médecin traitant, les centres de soins en addictologie, les associations pour les familles. Il y a notamment l'UNAFAM qui est pas spécialisé sur la question des addictions, mais sur les troubles psychiques en général. Également, ça peut être effectivement certains groupes de AA-NA, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes. C'est vrai qu'on a vu plein de candidatures et de belles associations, justement. Donc n'oubliez pas, si vous avez un proche confronté à cette situation, ne les laissez pas seuls. Les professionnels et les associations sont là pour les accompagner. Est-ce que dans le public, il y a éventuellement une question ? Je vous ferai passer le micro si vous souhaitez. Autre question, où un proche désemparé par l'addiction ou un proche désemparé par l'addiction peut-il aller chercher de l'aide ? Avant tout, je pense en parler à ses référents à soi. Alors, ça peut être le médecin traitant et ensuite potentiellement un professionnel.
avec vraiment, on sent dans cette question, voilà, le côté désemparé, il y a déjà prendre soin de soi, et en fait, il faut oser prendre soin de soi, parce que si déjà soi-même on va pas bien, c'est difficile et impossible d'aider l'autre, notamment quand il va mal. Donc c'est pas du tout une perte de temps de prendre soin de soi même quand l'autre va mal. Donc c'est avant tout s'outiller là-dessus. Le fait aussi de mieux se comprendre permet souvent de mieux comprendre l'autre, et donc même si on le fait pas que pour soi, on peut se dire qu'on le fait aussi pour l'autre. Et après, c'est de sortir de l'isolement, effectivement, notamment avec le travail des associations qui montrent aussi qu'on n'est pas seul à traverser ces difficultés-là. Je vais prendre une question à la salle. Oui, bonjour. Je suis bénévole dans une association de terrain et je rencontre des personnes dans la rue. Et pour moi, bon, c'était en plus dans le milieu toxicomanie, polytoxicomanie avec alcool, tout ça, et prostitution. Pour moi, les produits, c'était la face émergée de l'iceberg, l'addiction. La plupart du temps, quand je commençais à les connaître un peu mieux, elles me parlaient de papa qui les a violés, de choses comme ça. Enfin, bon. Donc pour moi, le produit, je le mettais de côté. Bon, oui, je savais que je ne devais pas avoir le même comportement avec quelqu'un qui dort sous héroïne que quelqu'un qui est complètement parano, excité sous cocaïne. Mais c'est pas ça le problème. Et puis elles substituaient, quand elles n'avaient pas d'héroïne, elles prenaient du cannabis avec du rhum, etc. Enfin, donc je ne m'attache pas au produit, mais pourquoi? Quelle est la cause d'origine? Alors, je ne suis pas psy. Moi, quand je suis sur le trottoir, j'ai 10 minutes. Mais c'est vraiment c'est le problème d'origine qu'il faut identifier. Le produit, après. Pour moi, c'est plus du détail. Oui, c'est tout à fait vrai, et c'est un peu ça, on va dire, la conception moderne de la dictologie, où c'est vrai qu'avant, c'était un petit peu organisé en filière. Il y avait l'alcoolologie, il y avait la tabacologie, etc. C'est vrai que le dénominateur commun, et c'est pour ça que dans les questions, on est resté assez généraliste en parlant des addictions. C'est pas tellement le produit, effectivement. Le produit, il a quand même, il peut avoir des conséquences médicales à certains moments, parce que on n'a pas les mêmes risques. Par exemple, si on fait un sevrage en alcool qu'un sevrage en cannabis, on va pas traiter les choses de la même manière. En fonction aussi de son environnement social, on va pas croiser les mêmes produits. Si on est dans la grande précarité à la rue, on aura plus de risques de tomber sur du crack que si on est plutôt inséré avec un travail où ce sera, admettons, l'alcool ou la cocaïne. Donc évidemment, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, le produit et l'addiction, c'est à la fois une maladie, mais qui est souvent le reflet, alors parfois qui cache un autre trouble psychique. C'est le cas, par exemple, 50% des personnes qui ont un trouble bipolaire ont aussi une maladie addictive. Et donc parfois, il y a tout un travail minutieux clinique de retracer aussi, de faire cette enquête et de savoir en fait qui est arrivé le premier, et avec l'objectif de traiter les deux pour que les deux finalement se stabilisent l'un et l'autre. Dans un autre nombre de cas, ça va être plutôt effectivement ce que vous pouviez évoquer, le ressort d'événements de vie négatifs, etc. Mais néanmoins, et c'est important, notamment quand on parlait de la charge héréditaire, il y a aussi quand même le fait que les substances, à un certain degré d'exposition, peu importe, des souris à qui on va donner de la morphine tous les jours, au bout d'un mois, elles sont dépendantes à l'héroïne, peu importe leur psyché, etc. Donc évidemment, c'est pas de dire que c'est l'un ou l'autre, c'est vraiment quelque chose d'une rencontre entre les deux, et notamment au niveau sociétal. C'est ce qui interroge, c'est qu'on se dit qu'évidemment, plus on va exposer une population, plus forcément ceux qui ont le plus de vulnérabilité vont développer des troubles plus rapidement, mais ensuite il y a aussi un peu une question de seuil, quoi. Une question. Dans la mesure où l'alcool est la seule substance dont le sevrage peut entraîner la mort, est-ce bien raisonnable de recommander de façon générale de faire le dry January? C'est une très bonne question. On prend un peu d'avance, mais c'est vrai que vu que le prochain webinaire sera le 8 janvier, voilà, pour ceux qui veulent commencer le Dry January, c'est bien de prendre des infos dès maintenant. Le Dry January, il s'adresse aux personnes qui n'ont pas de dépendance à l'alcool.
Parce que, évidemment, s'il suffisait que on fasse un mois sans alcool pour guérir d'un coup d'une maladie qui peut durer depuis 10 ou 20 ans, évidemment, ce serait trop simple. Le Dry January, néanmoins, il peut être important parce qu'il est accessible à tout le monde et qui peut nous questionner vis-à-vis de notre rapport à l'alcool, voir ce que c'est que d'expérimenter la socialité sans alcool, voir ce que c'est que passer une soirée sans alcool, voir aussi le regard qu'on va porter sur nous quand on dit bah non, je bois pas d'alcool. C'est des expériences qui sont complètement transformantes et qui, je pense, peuvent nous permettre de mieux comprendre justement et d'être un meilleur entourage pour les personnes en situation d'addiction. Et le côté aussi un peu ludique du Dry January, le fait qu'on peut le faire en équipe, qu'on peut le faire dans le cadre de son entreprise, etc., qu'on en parle de plus en plus quand même dans les médias, c'est vraiment là que va se jouer finalement l'intérêt. Parce que évidemment, et encore plus pour quelqu'un, admettons, qui a une maladie de dépendance à l'alcool, et donc évidemment très difficilement arrivera à l'arrêter tout seul, avec évidemment des risques de sevrage comme vous l'évoquez, et ensuite quoi, le 1er février, hop, on rechute. Non, pour le coup, ça ne s'adresse pas aux personnes qui sont déjà malades de l'addiction. Où en est-on concernant les médicaments? Alors, la recherche, elle avance à pas de fourmis. Alors, il y a quelques médicaments qui existent. Mais qui ont déjà, pour la plupart, plus d'une vingtaine d'années. Donc, ce pas des médicaments qui sont tout neufs, qui aident un certain nombre de personnes. Pour le coup, c'est vraiment en fonction des substances. Donc, pour l'alcool, il y en a quelques-uns qui existent. Pour les opiacés, il y a ce qu'on appelle les traitements de substitution. Donc, c'est des traitements qui vont avoir des effets qui ressemblent par exemple à la morphine ou à l'héroïne, mais avec un effet beaucoup plus lisse qui pour le coup aide beaucoup les personnes qui ont une dépendance en opiacés et qui parfois leur littéralement sauve la vie parce que du coup ça leur permet en fait de pas avoir une vie qui va être orientée sur rechercher des substances. Donc il y a des choses qui existent, mais par exemple la substitution n'existe que pour la nicotine et les opiacés. C'est assez restreint, et pour le reste, il n'y a quasiment que pour l'alcool qu'il y a des médicaments, puisque, et ça c'est malheureusement le cadre global de la recherche en psychiatrie, ça n'intéresse pas du tout les laboratoires pharmaceutiques parce que ça rapporte pas grand-chose, la santé mentale, et donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses pour l'instant sur le sujet. Merci pour ce message. Vous étiez tout à l'heure sur France Inter, hein, c'est Oui. ça? D'accord. Vous avez parlé du caractère génétique dans les addictions à 50%. Comment peut-on prévenir ou agir? Ces personnes potentiellement concernées doivent-elles avoir un suivi particulier? Alors, disons que prévenir, en fait, ça va être d'en prendre conscience et de se dire, bah, vis-à-vis de, par exemple, telle ou telle personne, eh ben, je vais peut-être consommer moins. C'est vrai, et notamment, on le voit, hein, le pic de consommation, par exemple, par rapport à l'alcool, ce pic, il va se situer dans les années étudiantes. Là aussi, encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser, de dire bah oui, la moindre fête étudiante, c'est des moments de socialité, évidemment. Mais en fait, ce qu'on constate par exemple en consultation, c'est que ce qu'on peut voir quand je vais recevoir un jeune homme de 30 ans, par exemple, qui va situer le début de sa dépendance à l'alcool pendant les années étudiantes. Et oui, à l'époque, je buvais comme tout le monde. On buvait, voilà, le week-end, ça commençait le mercredi jusqu'au dimanche, et puis parfois le lundi, le mardi, parce que c'était l'ambiance de l'école à ce moment-là. Sauf que lui, il n'a jamais décroché. Autant pour les autres, bah, ils ont fait ça pendant 1 an ou 2, et puis ensuite ils sont passés à autre chose, ils ont été diplômés, ils sont bougés, etc. Et lui, non. Et en fait, je pense que, encore une fois, c'est pas de se dire on a une épée de Damoclès, parce que 50%, ça veut dire qu'aussi on a 50% de chance de n'avoir aucun trouble lié à l'addiction quand on a une forte charge héréditaire. Néanmoins, c'est sûr que si dans sa famille, il y a beaucoup de personnes qui ont une maladie addictive, dont certains sont disparus, tout type d'addiction, parce qu'on va, je veux dire, c'est les mêmes choses qu'on va retrouver si on a un père qui a été dépendant à l'alcool, une tante à l'héroïne ou à la cocaïne, etc. C'est les mêmes mécanismes, donc tout type d'addiction. Bah, c'est sûr qu'il faut faire un petit peu plus attention que les autres, être plus vigilant,
avant justement d'arriver au stade où on perd le contrôle, respecter peut-être plus scrupuleusement les normes de Santé publique France, essayer de se faire la Dry January. Donc ça va être essayer de prendre soin de soi, pas forcément d'emblée avec de la thérapeutique, hein, pas forcément d'aller voir un psychiatre en prévention, mais néanmoins de prendre soin de soi. Merci. Alors, on va prendre peut-être éventuellement une dernière question. Mais petit coup de pub, hein, je vous rappelle le 8 janvier, le 3e volet de ce webinaire. Il portera sur les soins et l'accompagnement des personnes addictes et on reviendra sur les associations lauréates. J'aimerais, avant toute chose, et avant la conclusion et la dernière question qui devra arriver, remercier Kali, Alaya et Manon, bien évidemment, pour aujourd'hui. Et en régie, Peter, Geoffrey, un grand merci à vous 5 pour la réalisation de cette émission. Allez, la dernière question, cher docteur. N'est-ce pas problématique d'utiliser le terme addict, qui est peut-être très stigmatisant? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que le terme d'addict, il est encore pas mal utilisé par les personnes concernées, qui préfèrent en général le terme d'addict à celui qu'on utilisait avant de toxicomane ou d'alcoolique, de junkie, qui sont des termes pour le coup très stigmatisants et qui en plus veulent pas dire grand-chose finalement. C'est pas un diagnostic médical, etc. On va dire que le terme d'addiction il fait foi au niveau médical, mais que celui d'addict, il reste quand même moins stigmatisant. Après, moi, ce que je vais utiliser, ça va être plutôt le terme de personnes concernées ou personnes ayant un trouble d'usage de substances. Mais c'est vrai que c'est un terme qui reste encore pas mal utilisé par les usagers. Une dernière question dans la salle. Oui, depuis des années, j'ai rencontré un peu tous les hôpitaux, puisque j'accompagnais des personnes hospitalisées à droite à gauche. Alors, il y avait Marmottan à une époque qui disait un toxicomane, s'il se drogue, c'est à cause de sa famille. Donc, on le coupe de sa famille. Donc, si des parents se présentaient à l'accueil, on disait on ne sait pas si votre enfant est chez nous, loi de 70, anonymat, gratuité, on ne connaît pas le nom de nos patients. Bon. Et puis moi, j'ai connu plutôt d'autres psys dont je me rapproche plus, comme Serge Effez, que vous connaissez peut-être, qui lui disait, quand un jeune se drogue, je soigne toute la famille. La famille est malade. Donc, vous disiez le rôle de l'entourage, etc. Est-ce que vous acceptez, vous accueillez les parents? Lui, son truc, c'était, il faut soigner toute la famille. Bien sûr. Alors, je ne suis pas aussi expert en thérapie familiale que Serge Effez, mais néanmoins, ça a été un des médecins qui m'a formé. Donc, on va dire que je suis plutôt de son école. C'est vrai que d'une manière générale, hein, les partis pris idéologiques, on tend à s'en détacher aujourd'hui en psychiatrie. Et les règles valables pour tout le monde, tout le temps, mais que peu importe l'obédience, que ce soit le 100% psychanalyse ou... Bon, c'est vrai que honnêtement, en tout cas, moi, j'y crois pas. C'est des pathologies qui sont tellement complexes et dans lesquelles il y a tellement de facteurs qui rentrent que comment faire une règle comme ça. Et c'est vrai que la question de l'entourage, d'une manière générale, aujourd'hui en santé mentale, bon, il y a très peu de psychiatres qui vont penser que la famille doit être systématiquement exclue de la prise en charge. La famille, malgré parfois ses difficultés, ses vulnérabilités, c'est quand même l'entourage le plus proche qui ensuite, une fois qu'il y a des soins hospitaliers ou etc., qui va s'occuper de la personne. Donc, même quand bien même elle serait dysfonctionnelle, c'est la famille qui est là. Après, une fois qu'on a dit ça, il est néanmoins vrai, mais heureusement, c'est une toute petite minorité dans lesquelles il y a vraiment des familles... alors toxiques, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas maltraitantes, et dans quel cas ça peut arriver d'aider en tout cas la personne à s'en détacher, même si encore une fois c'est pas une décision qui va relever du médical, mais on peut et en tout cas essayer de favoriser ça effectivement. Alors merci à tous, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, on n'a pas pu y répondre, mais nous y répondrons ensemble, vous y répondrez le 8 janvier. Le 8 janvier, d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur le chat, vous avez le lien déjà pour commencer à vous inscrire pour le 8 janvier. Nous répondrons, enfin Jean-Victor Blanc, docteur Jean-Victor Blanc, répondra à vos nombreuses questions. Encore un grand merci pour votre éclairage, pour votre expertise, un grand merci, et on se revoit très bientôt pour la cérémonie, et surtout le 8 janvier. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci docteur.